Le 8 mai 2026, il s'est passé quelque chose d'étrange. Pas étrange au sens d'une jolie tournure de phrase. Étrange au sens où le gouvernement des États-Unis a ouvert une archive qui, pendant 70 ans, a été considérée comme l'une des plus protégées de l'histoire. 340 millions de personnes s'y sont connectées dans les 12 premières heures. Les serveurs du Pentagone ont failli céder. Et pourtant, la plupart des gens, même parmi ceux qui avaient vaguement entendu la nouvelle, n'ont pas compris ce qui avait été publié. Ils n'ont pas compris pourquoi c'était important. Et ils n'ont certainement pas compris ce que le gouvernement reconnaissait par ce geste. Pourtant, ce qu'il reconnaissait était fondamental. Pendant 70 ans, la position officielle de l'État était la suivante. Les ovnis, ce sont des ballons météo, des illusions d'optique, des erreurs de pilote, de la fatigue chez les observateurs. Tout ce qui ne cadrait pas avec ce schéma était soit classifié, soit déclaré sans importance. Et voilà que le ministère de la Défense lui-même met en libre accès des documents portant les signatures de généraux, d'agents du FBI et d'astronautes. Des documents dans lesquels il est écrit noir sur blanc « Nous ne pouvons pas expliquer ce que c'était ». La catastrophe n'est pas que les ovnis existent. La catastrophe, c'est que cela se passait depuis toujours, des décennies durant, sous les yeux de tous, et personne ne vous le disait ouvertement. Voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui. Ce qui était précisément conservé dans ces archives pendant 70 ans, ce qui y est écrit, quels cas concrets et quels témoignages précis sont désormais accessibles à tous, et ce que tout cela signifie non pas pour les ufologues, mais pour nous, pour notre compréhension de la réalité que nous tenions pour acquise. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous maintenant, parce que c'est précisément ce genre de sujet que nous traitons ici. Des faits qui existent officiellement, mais dont on n'ose pas parler à voix haute. Alors, pour comprendre pourquoi le 8 mai est un événement, il faut d'abord comprendre ce que l'État cachait exactement, et depuis combien de temps. L'histoire de cette dissimulation ne commence pas dans les années 2000 quelque chose. Elle commence juste après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les militaires américains se sont retrouvés confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer dans leur propre ciel. Dès 1947, juste après les premiers signalements massifs d'objets non identifiés, l'armée de l'air américaine lance un programme secret officiellement baptisé SIGN. Sa mission ? Déterminer ce qui vole. Au départ, le programme était animé par des personnes qui prenaient la chose au sérieux. Certains officiers au sein de SIGN rédigèrent un document interne, aujourd'hui connu sous le nom d'estimation de la situation. Dans ce document, ils concluaient qu'une partie significative des objets observés avait une origine extraterrestre. Le document fut transmis à la hiérarchie. Le commandement de l'armée de l'air le détruisit. Le programme Code 4 fut rebaptisé Code 5, et de fait, enterré. La tentative suivante, le projet Code 6, lancé en 1952. Il dura 17 ans. Durant cette période, plus de 12 000 signalements d'observation d'OVNI furent étudiés. La conclusion officielle rendue à la fin, aucune menace pour la sécurité nationale, aucune preuve de technologie extraterrestre. Le programme fut fermé en 1969. Mais voilà ce qui est intéressant. Sur ces 12 000 cas, environ 700 restèrent inexpliqués. 700 cas pour lesquels l'État ne trouva aucune explication commode, ni ballon météo, ni avion, ni illusion d'optique. 700 cas qui sommeillèrent tranquillement dans les archives. Et l'on disait au public que tout avait été expliqué. Le mécanisme de classification fonctionnait de manière simple et efficace. Tout signalement d'OVNI provenant d'un pilote militaire ou d'un officier recevait immédiatement un cachet secret. Les pilotes signaient des accords de non-divulgation. Les conférences de presse officielles donnaient des réponses standardisées sur les ballons météo et les phénomènes atmosphériques. Parallèlement, et c'est désormais documenté, la CIA créait des comités spéciaux dont la tâche n'était pas d'étudier les ovnis, mais de gérer la perception publique du sujet. Littéralement, comment faire en sorte que les gens ne le prennent pas au sérieux. Le comité Robertson, réuni en 1953 sous l'égide de la CIA, recommandait explicitement déstigmatiser le sujet, faites appel à des humoristes, tournez les témoins en ridicule. Ce n'est pas une supposition, c'est désormais une partie de l'archive déclassifiée. C'est dans ce contexte qu'il faut parler de Roswell. Juillet 1947, État du Nouveau-Mexique. L'éleveur Mac Brazel découvre dans son champ des débris de quelque chose qu'il ne peut pas identifier. Un métal qui reprend sa forme après avoir été plié, des fils qui ne brûlent pas.
des poutres couvertes de hiéroglyphes incompréhensibles. Il le signale au shérif local, le shérif aux militaires. Le 8 juillet 1947, la base aérienne de Roswell publie un communiqué officiel. L'armée a découvert les débris d'un disque volant. C'est une déclaration officielle des militaires. Pas un camard de journal, pas des élucubrations d'ufologues. Les militaires ont eux-mêmes écrit « disque volant ». Quelques heures plus tard, les militaires retirèrent cette déclaration. On parla désormais d'un ballon météo. Puis, des décennies plus tard, la version changea à nouveau. C'était un ballon du projet Mogul, un programme de surveillance des essais nucléaires soviétiques. 3 versions en 50 ans, chaque fois officielles. Nous disposons maintenant de documents déclassifiés, et ils apportent à ce tableau quelque chose d'essentiel. Dans les archives du FBI, incluses dans la publication de mai, on trouve des mémorandums internes de 47 et 48. L'un d'eux contient une correspondance entre des agents de terrain et le directeur Hoover. Un agent signale « Les militaires ont découvert un objet. Les détails sont classifiés, le FBI est écarté de l'enquête. » Hoover répond « C'est inacceptable. Le FBI doit avoir accès. » On lui refuse. Hoover, directeur du FBI, l'un des hommes les plus influents du gouvernement américain, ne reçoit pas accès aux informations sur l'objet que les militaires ont trouvé dans le désert du Nouveau-Mexique. Pourquoi ? Les documents ne donnent pas de réponse directe à cette question. Mais le fait même que ce conflit ait existé est désormais documenté. À part cela, les documents de l'armée de l'air de 1948, ceux que les analystes militaires rédigeaient dans le cadre du projet Quote 10, on y lit. Les objets observés ne sont pas, je cite, Quote 11. Ils présentent des quotes 12, vitesse élevée, maniabilité, absence de moteur visible, éclat métallique. Les auteurs du document envisageaient à la fois la thèse d'expérimentation secrète et la probabilité d'une nature inconnue pour certains objets. Ce ne sont pas des ufologues qui écrivent cela. Ce sont des analystes militaires dans un document classifié qui est resté secret pendant plus de 70 ans. La version du projet Mogul, celle qui devint la position officielle définitive dans les années 90, explique beaucoup de choses, mais pas tout. Les ballons Mogul étaient effectivement secrets. Les débris pouvaient effectivement paraître inhabituels. Mais cette version a un problème. Elle est apparue près de 50 ans après l'incident, et elle n'explique pas pourquoi le FBI fut écarté de l'enquête. Elle n'explique pas pourquoi le premier communiqué officiel des militaires mentionnait un disque volant. Elle n'explique pas les témoignages de témoins oculaires décrivant des matériaux qui n'existaient pas dans l'industrie aéronautique de l'époque. Les documents déclassifiés ne confirment pas la thèse d'un vaisseau extraterrestre, mais ils documentent des contradictions dans la version officielle que l'on pouvait auparavant qualifier de fantasmes de complotistes. Ces contradictions reposent désormais dans l'archive officielle du ministère de la Défense. C'est un point important qu'il faut énoncer clairement. Les fichiers déclassifiés ne disent pas « voici la preuve de l'existence des extraterrestres ». Ils disent autre chose. L'État en savait plus qu'il n'en communiquait. Et ce --, quote --, 17 --, est désormais accessible à tous. Mais Roswell n'est qu'un épisode. Et pas le premier, ni le dernier. Car quelques jours avant, il s'était passé quelque chose qui allait donner son nom à tout le phénomène. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold ne cherchait pas à faire l'histoire. Il cherchait à gagner de l'argent. Arnold était vendeur d'équipements anti-incendie dans l'Idaho. Pragmatique, prospère, 43 ans. Il pilotait son avion aussi naturellement que d'autres conduisent une voiture. Il volait bien, son expérience se comptait en milliers d'heures, et il se sentait plus à l'aise dans les airs que la plupart des gens sur Terre. Ce jour-là, il effectuait un vol commercial ordinaire au-dessus des montagnes Cascades dans l'État de Washington et scrutait en chemin les débris d'un avion de transport militaire disparu. Une récompense avait été promise pour leur découverte. Il était environ 15 heures. Arnold avait atteint une altitude d'environ 2900 mètres. La visibilité était excellente. Le ciel, dégagé, sans un seul nuage. Et soudain, quelque chose brilla à sa gauche. Il pensa d'abord que c'était un autre avion, le reflet du soleil sur le verre du cockpit, chose banale par beau temps. Mais l'éclair se répéta. Et encore. Arnold regarda en direction du mont Rainier et vit ce qu'il allait décrire encore et encore, à chaque fois avec la même précision, parce que c'était impossible à inventer
et impossible à oublier. 9 objets. En formation stricte, l'un après l'autre, à intervalles réguliers. Il volait au nord de son cap, à environ 40 km, se déplaçant du sud vers le nord le long de la crête. Arnold nota l'heure sur sa montre et le temps qu'il leur fallut pour parcourir la distance entre 2 sommets montagneux connus. Puis, une fois au sol, il calcula la vitesse. Le résultat ? Environ 2700 km/h. À peu près le double de la vitesse maximale de tout avion en série à l'époque. Mais ce n'est pas la vitesse qui le frappa en premier. Ce fut la nature du mouvement. Les objets se déplaçaient en ondulant, comme s'ils rebondissaient dans l'air. Les objets eux-mêmes, il les décrivait comme plats, brillants, sans empennage. Pas tout à fait ronds, plutôt en croissant, avec un bord avant émoussé. Il dit à un journaliste « 18 ». Le journaliste nota mal. Le lendemain, le monde entier lisait les nouvelles sur des 19. Arnold fut agacé par cette confusion jusqu'à la fin de sa vie. Il décrivait la façon de se déplacer, pas la forme des objets. Mais le mot était déjà lâché dans le monde, et s'y était établi pour toujours. Le lendemain, il fit son rapport à l'armée de l'air. Il fut convoqué à un interrogatoire, puis à un autre, puis encore. Les enquêteurs du projet 20 s'entretinrent longuement avec lui, posèrent des questions précises, vérifiaient ses calculs de vitesse. Arnold proposa lui-même « Vérifiez mon itinéraire, vérifiez la visibilité ce jour-là, vérifiez la distance entre les sommets, tout est vérifiable. » Il ne demandait pas qu'on le croie sur parole. Les militaires vérifièrent. Ses calculs furent confirmés. La conclusion officielle fut formulée de manière évasive. Le cas est Côteux 21. Pas Côteux 22, pas Côteux 23, Côteux 24. Ce mot dans les documents de l'époque signifiait beaucoup. Il signifiait « Nous n'avons pas trouvé d'explication qui nous satisfasse ». Dans les archives de mai se trouvent des notes analytiques internes du projet SIGN, rédigé en 1948. Le cas Arnold y est analysé plus en détail que la plupart des autres. Les analystes notent « Le témoin est un pilote expérimenté. Les déclarations sont cohérentes. Le calcul de vitesse a été confirmé par une vérification indépendante de l'itinéraire. Les phénomènes atmosphériques n'expliquent pas l'observation. La thèse d'une expérience militaire secrète fut envisagée et écartée. Aucun programme connu ne pouvait produire un objet aux caractéristiques de vitesse en question en 1947. Ensuite, un détail important, absent de la version publique. Les analystes indiquent « Dans les 2 semaines suivant l'observation d'Arnold, dans la même région, 4 signalements indépendants d'objets similaires furent reçus. 2 d'entre eux provenaient d'autres pilotes. Aucun de ces signalements ne fut publié. Les 4 reçurent le cachet secret. Le public ne connaissait qu'Arnold, et pouvait le croire le seul. Les analystes du projet SIGN, dans ce même document, formulent une conclusion prudente mais éloquente. Le phénomène mérite une étude approfondie en tant qu'événement physique potentiellement réel. Pas une illusion, pas une erreur. Un événement physique réel. Cette conclusion, dans un document resté classifié pendant 78 ans, Arnold continua jusqu'à la fin de sa vie à piloter, à vendre des équipements anti-incendie et à raconter ce qu'il avait vu. Il mourut en 1984, sans avoir vécu le moment où ses témoignages se retrouveraient dans l'archive publique officielle du ministère de la Défense. Mais ce qui avait commencé dans le ciel au-dessus des montagnes Cascades à l'été 1947 se transforma, en l'espace de 5 ans, d'un cas isolé en crise nationale. Et cette crise se produisit directement au-dessus de la capitale du pays. L'été 52 fut chaud à Washington, dans tous les sens du terme. La guerre de Corée faisait rage. La tension politique était élevée, et c'est précisément cet été-là que le ciel au-dessus de Washington commença à se comporter de façon étrange. Premier épisode, la nuit du 19 au 20 juillet. Edward Nugent, contrôleur radar à l'aéroport de Washington, travaillait de nuit. Vers minuit, 7 marques apparurent sur son écran, dans un secteur où il ne devait y avoir aucun avion à cette heure. Les marques se déplaçaient, pas en ligne droite, pas selon un alignement d'atterrissage, mais de manière chaotique, avec des changements de vitesse brusques. Nugent appela la tour de contrôle de la base militaire voisine. Là-bas, confirmation. Les mêmes marques sur leurs écrans. Nugent décrivit plus tard son état dans cette nuit. D'abord, il pensa que l'instrument était défectueux. Puis il appela un second opérateur. Celui-ci voyait la même chose. Puis il contacta les militaires et comprit que le problème n'était pas dans l'instrument. Les vitesses indiquées par les marques variaient de très lentes, inférieure à la vitesse de tout avion de l'époque,
à des accélérations soudaines que le radar peinait à suivre. Plusieurs marques disparurent aussi soudainement qu'elles étaient apparues. L'armée de l'air envoya des intercepteurs. Le premier pilote dépêché dans le secteur y arriva, et ne trouva rien. C'est seulement au moment où il s'apprêtait à rentrer que l'opérateur radar au sol lui dit par radio « L'objet est juste derrière toi ». Le pilote vira brusquement. L'objet disparut à nouveau. Une semaine plus tard, dans la nuit du 26 au 27 juillet, tout se répéta. Cette fois, l'ampleur était plus grande. Les radars détectaient des objets simultanément au-dessus de la Maison-Blanche, au-dessus du Capitole, au-dessus de la zone interdite dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la résidence du président. C'était une violation de l'espace aérien pour laquelle, en temps de paix, une interception immédiate était de rigueur. Des avions furent à nouveau envoyés. Le lieutenant William Patterson rejoignit la zone et vit les objets visuellement. Plusieurs lumières vives, immobiles dans le ciel nocturne. Il s'approcha. Les lumières se dispersèrent instantanément dans toutes les directions et disparurent. Il tenta de les retrouver à nouveau. L'opérateur radar suivait à la fois Patterson et les objets. Chaque fois que Patterson s'approchait, les objets s'éloignaient. Quand il revenait, ils réapparaissaient derrière lui. Dans son rapport, Patterson écrivit « Je ne peux pas identifier ce que j'ai vu. Les objets présentaient des vitesses et des manœuvres qui dépassent les caractéristiques de tout appareil aérien que je connaisse. L'origine du phénomène n'a pas été déterminée. C'est un rapport militaire officiel. Il est désormais dans l'archive publique. La conférence de presse de l'armée de l'air eut lieu le 29 juillet. Le général John Samford s'exprima avec assurance. Inversion thermique. Des couches d'air chaud au-dessus d'air froid créent de faux échos sur le radar. Explication acceptée, pas de question. Mais dans les documents déclassifiés, il y a une correspondance interne de la même période. Le ton y est tout autre. Plusieurs analystes de l'armée de l'air notaient dans des mémos classifiés « L'aversion thermique n'explique pas les observations visuelles de Patterson. Elle n'explique pas la confirmation simultanée provenant de plusieurs radars indépendants. Elle n'explique pas les caractéristiques de vitesse. » Dans l'un des documents, une annotation manuscrite, « Inversion, version de travail pour la presse. La miniature réelle n'a pas été déterminée. Version de travail pour la presse. » Ce n'est pas une supposition de complotiste. C'est l'écriture manuscrite de quelqu'un dans un document officiel. Désormais, dans l'archive publique. Nugent, de nombreuses années plus tard, accordait des interviews. Il disait « Je savais que l'inversion n'était pas la bonne explication. Nous savions tous. Mais nous n'avions ni l'autorité, ni la possibilité d'en parler publiquement. On nous avait expliqué que le sujet était clos. Patterson, selon des informations devenues accessibles après la déclassification, avait signé un accord de non-divulgation élargi. Les détails de son rapport ne sont devenus publics que maintenant. Les 2 événements estivaux de 52 restèrent officiellement, partiellement expliqués. 7 des cas recensés, dans la catégorie « inexpliqués », c'est dans les documents du Pentagone, pas dans des blogs, dans des synthèses analytiques officielles qui reposent désormais dans l'archive publique. Et maintenant, ce que ces documents disent des personnes qui ont vécu quelque chose de semblable, non pas au-dessus de la capitale, mais au-dessus de la mer, du désert, des zones de combat. Parce que les cas de pilotes issus des fichiers déclassifiés ne sont pas simplement un ensemble de données, ce sont des portraits. Chacun d'eux est un homme ou une femme qui s'est retrouvé seul face à quelque chose pour lequel il n'avait ni mots, ni explication, ni autorisation officielle de s'exprimer. L'un des cas les plus détaillés dans l'archive, novembre 51. Le lieutenant Jerry Sammons effectue un vol de reconnaissance au-dessus du golfe Persique. Altitude, environ 9000 mètres. Nuit, bonne visibilité. À un moment donné, il aperçoit un objet, brillant, blanc, suspendu à l'horizon. Sammons pense que c'est une étoile. Mais les étoiles ne se déplacent pas horizontalement. L'objet commença à voler sur un cap parallèle, puis réduisit la distance, puis s'immobilisa à nouveau, désormais bien plus près. Sammons s'interrogea la base. Y a-t-il d'autres avions dans son secteur ? Réponse : non. Il tenta de virer en direction de l'objet. L'objet changea instantanément de cap, et s'éloigna si vite qu'il se réduisit en quelques secondes à un point et disparut. L'épisode entier dura moins de 5 minutes. Sammons rédigea un rapport. Le rapport fut classifié. Dans le bilan officiel du projet SIGN, ce cas figure sous la mention « inexpliqué, données insuffisantes pour classification ». Dans le rapport, il y a une phrase que Sammons écrivit à la fin, après la description technique. Elle est courte. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais c'était réel. Un autre cas, juin 68. Un pilote militaire américain au-dessus du Vietnam patrouille de nuit. Il détecte un objet,
de forme sphérique, orange-rouge, se déplaçant lentement, à peu près à sa hauteur. Il change de cap pour s'éloigner. L'objet change de cap dans la même direction. Le pilote descend, l'objet descend. Le pilote accélère, plonge, et l'objet disparaît. Il fit son rapport. On lui dit « C'est probablement des lumières au sol, une réfraction optique atmosphérique dans des conditions nocturnes. » Dans le rapport figure la mention « Quote 35 ». Ce que signifie Quote 36 n'est pas précisé, mais c'est avec cette mention que le rapport intégra l'archive. Un autre épisode, tiré des documents des années 2020. Un pilote de chasseur-intercepteur dans une zone d'entraînement militaire au-dessus du Pacifique. Vol planifié, bonne météo, équipement moderne. Sur l'écran radar, la marque d'un objet qui se déplace horizontalement, puis s'arrête et reste en suspension. Le pilote s'y dirige. Selon le radar, l'objet est à quelques kilomètres. Visuellement, rien. Il arrive dans la zone. Le radar indique l'objet droit devant lui. Rien. Puis la marque se déplace et plonge verticalement vers le bas, dans l'eau. Littéralement en quelques secondes, depuis une altitude de plusieurs kilomètres. Son rapport est l'un de ceux qui figurent dans l'archive de mai. Il y décrit en détail le tableau technique. Confirmation radar multiple, tentative d'identification visuelle, caractéristiques du mouvement. À la fin, la classification standard, Quote 37. Ces personnes sont des professionnels militaires. Elles ont passé une sélection rigoureuse, elles travaillent avec les équipements les plus sensibles. Elles savent distinguer les phénomènes atmosphériques des avions, les vols d'oiseaux des objets métalliques, les défauts radars des signaux réels. C'est précisément pourquoi leurs témoignages ne sont pas des anecdotes. C'est précisément pourquoi ils reposent en l'archive du Pentagone avec des signatures et des dates. Et c'est précisément pourquoi les caractéristiques physiques qu'ils décrivent sont si importantes. Parce qu'un pilote professionnel, décrivant une accélération sans inertie, sait exactement ce qu'il dit. Il sait ce qu'est une surcharge. Il sait comment se comporte un avion lors d'une manœuvre brusque. Il sait ce qui doit arriver à un objet qui change brusquement de direction à grande vitesse. Et il dit « Ce que j'ai vu ne faisait pas ça ». Analysons cela du point de vue de la physique, comme l'ont fait des spécialistes après la déclassification. L'accélération sans inertie. Cela semble être 3 mots, mais derrière eux se cache un principe fondamental. Tout corps soumis à une accélération subit une charge inertielle, proportionnelle à cette accélération. Plus la montée en vitesse est brusque, plus la charge est élevée. Les pilotes militaires s'entraînent à supporter des surcharges de plusieurs G. Mais les objets décrits dans les rapports accélèrent instantanément jusqu'à des vitesses auxquelles tout matériau connu, métal, céramique, polymère, se désintégrerait simplement. Tout équipage possible serait instantanément anéanti. Ce ne se produit pas. On peut théoriquement l'expliquer de 2 façons. Première hypothèse. L'objet n'a pas d'équipage et il est fabriqué à partir de matériaux aux caractéristiques absentes de l'industrie moderne. Deuxième hypothèse, le principe d'inertie fonctionne différemment pour lui de ce que nous connaissons. Les 2 explications dépassent à égalité les cadres de la physique actuelle. Des manœuvres sans onde de choc, même constat. L'objet se déplace à des vitesses auxquelles il devrait nécessairement créer un bang supersonique. Dans les couches denses de l'atmosphère à ces vitesses, des traînées de condensation devraient être visibles. Il devrait y avoir une perturbation de l'air en arrière. Les pilotes intercepteurs qui suivaient ne détectaient rien de tout cela. L'air derrière l'objet était pur. Changement de direction instantané. Mathématiquement, cela signifie une modification du vecteur vitesse en quasi-temps réel. Si l'objet a une masse, cela nécessite une force qui détruirait toute structure connue. La physique ne connaît aucun mécanisme permettant cela pour un corps matériel. Tout cela, ce ne sont pas des preuves d'une origine extraterrestre, ce sont des preuves que le comportement décrit ne rentre dans aucun modèle connu, ni militaire, ni civil, ni théorique. Après la déclassification, plusieurs physiciens des grandes universités américaines ont publié des commentaires dans des revues académiques. Le ton général, si ce qui est décrit correspond à la réalité, alors nous avons affaire soit à une technologie fondée sur des principes dépassant les limites de nos connaissances, soit à un phénomène que nous ne savons pas encore décrire correctement dans le cadre de la physique existante. Aucun d'eux n'a dit « quote 38 ». Tous ont dit « cela nécessite une étude sérieuse ». Mais voilà ce qui est intéressant. Cette étude sérieuse, par des canaux classifiés, avait déjà lieu, depuis des décennies. Parallèlement au silence public, il existait un programme dont peu de gens avaient connaissance. Un programme qui porta plusieurs noms,
eu plusieurs budgets et plusieurs niveaux de classification. Et ce sont précisément les documents de ce programme, les plus récents des déclassifiés, qui contiennent quelque chose qui amène à regarder tous les anciens rapports d'une manière entièrement différente. Le 7 juin 2023, David Grush était assis devant la commission du Congrès américain et disait des choses qu'il n'avait pu dire jusqu'alors que dans des salles fermées avec des personnes ayant les habilitations correspondantes. Il était officier du renseignement militaire, 14 ans de service, Afghanistan, niveau d'habilitation les plus élevés. Un homme habitué à tenir sa langue, non par peur, mais par discipline professionnelle qui s'insinue si profondément qu'elle devient partie de la personnalité. Et voilà qu'il était assis devant les caméras et déclarait sous serment: le gouvernement des États-Unis a, pendant des décennies, dissimulé des informations sur des programmes d'études d'objets d'origine non humaine, pas étrangère, pas américaine classifiée, non humaine. Les journalistes dans la salle échangèrent des regards. Les membres du Congrès aussi. Certains attendaient une réserve, une précision, un pas en arrière. Grush n'en fit aucun. Il raconta que, au cours de sa carrière, il avait eu accès aux témoignages de personnes ayant travaillé dans des programmes secrets d'études d'objets d'origine inconnue. Qu'on lui avait personnellement refusé l'accès aux échantillons matériels sans explication. Que lorsqu'il avait tenté d'en informer officiellement par les voies hiérarchiques, on avait exercé des pressions sur lui. Après cette séance, sa vie changea. Pas brusquement, pas de façon dramatique au sens hollywoodien. Tranquillement et irrémédiablement. Le téléphone ne désemplissait pas. Avocats, journalistes, anciens collègues. Certains appelaient pour le soutenir, d'autres pour le mettre en garde. Il s'y attendait. Ce à quoi il n'était pas préparé, c'est qu'un matin de mai 2026, une partie de ce dont il avait parlé sous serment se retrouverait dans l'archive publique du ministère de la Défense. Avec des cachets, avec des dates, avec des noms qu'il avait prononcés devant le Congrès. Il lut les documents publiés comme des millions de personnes à travers le monde les lisaient, sur écran, en libre accès. Et dans l'un des fichiers, dans une note analytique du programme Advanced Aerospace Threat Identification Program, daté de 2011, il trouva une formulation qui répétait presque mot pour mot ce que lui avaient raconté des témoins en qui il avait confiance. Une formulation à propos de programmes ayant étudié des objets aux caractéristiques dépassant les technologies humaines. Il ne triompha pas. Selon ses propres mots, il resta simplement longtemps assis à regarder l'écran. Le programme Quote 40 exista officiellement de 2007 à 2012. Son financement s'élevait à environ 22 millions de dollars par an, une somme modeste à l'échelle du budget militaire, suffisante pour maintenir une petite équipe d'analystes et financer un certain nombre d'études. Le programme était dirigé par Luis Elizondo, officier de contre-espionnage avec un long palmarès. Dans les documents déclassifiés, des extraits de ses notes analytiques internes sont désormais accessibles. Elles sont rédigées dans le langage du bureaucrate militaire, sèches, précises, sans émotion. Mais le contenu de ces notes est par essence loin d'être sec. Dans l'une d'elles, datée de 2011, Elizondo systématise les cas transmis par des pilotes militaires au cours des 3 années précédentes. Il identifie 5 caractéristiques qui réapparaissent dans les témoignages indépendants avec une régularité frappante. Résistance au vent, les objets maintiennent leur position, même par grand vent, sans système de propulsion visible. Accélération instantanée. Vitesse hypersonique sans signes acoustiques. Faible signature radar. Capacité transmédium. Transition entre l'air, l'eau et supposément l'espace proche. Ces 5 caractéristiques, Elizondo ne les tire pas d'une seule source. Elles apparaissent encore et encore, dans différentes régions, à différentes années, de différents observateurs qui n'avaient aucun lien entre eux. Voilà un schéma systématique. Pas des observations aléatoires, un phénomène récurrent, stable, détectable par plusieurs méthodes indépendantes. En 2017, Elizondo démissionna du Pentagone. Dans sa lettre de démission, il écrivit que la raison en était le manque de sérieux de la hiérarchie vis-à-vis d'un sujet qu'il considère comme crucial pour la sécurité nationale. La copie de cette lettre est désormais aussi dans l'archive publique. Après sa démission, il commença à parler publiquement. On ne le crut pas. On le traita de chasseur de célébrités. Puis 3 vidéos de caméras embarquées d'avions militaires furent publiées, officiellement confirmées par le Pentagone. Puis, les témoignages de Grush.
puis la déclassification de mai. Et chacun de ces pas confirmait ce qu'Elizondo disait depuis 2017. Parmi les documents déclassifiés du programme, il en est un auquel les chercheurs ont prêté une attention particulière. C'est une note analytique sur un cas dans la région de l'île Catalina en Californie, novembre 2004. C'est alors qu'un groupe de pilotes embarqués du porte-avions Nimitz entra en contact visuel et radar avec un objet qui allait devenir l'un des cas les mieux documentés de l'histoire des observations de phénomènes non identifiés. Le lieutenant supérieur Alex Dietrich pilotait l'un des avions de ce groupe. Elle décrivait l'objet comme blanc, allongé, sans ailes ni moteur visible. Il était suspendu au-dessus de l'eau. Lorsqu'elle tenta de s'approcher, il disparut. Instantanément. Il n'avait pas décollé, il avait disparu. Dans la note analytique déclassifiée consacrée à ce cas, on note ce qui suit. L'objet avait été observé par les radars du porte-avions pendant plusieurs jours avant ce contact. Il apparaissait à une altitude d'environ 22 000 mètres, puis descendait instantanément jusqu'à presque la surface de l'eau, et remontait. Aucune trace acoustique ni thermique. La note se termine par une formulation qui, dans le contexte d'un document militaire, sonne presque comme un aveu de perplexité. Pendant des années, Dietrich expliquait simplement son silence. « Je raconte ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que c'était. Je ne veux pas tirer des conclusions pour lesquelles je n'ai aucun fondement. Je dis simplement, c'était réel, c'était là, et je ne comprends pas ce que c'est. » Quand, en mai 2026, la note analytique sur l'affaire du Nimitz se retrouva dans l'archive publique, Dietrich en apprit l'existence aux informations, comme tout le monde. Mais Arnold, Patterson, Sammons, Dietrich, Grusch, c'est l'histoire américaine. Et parallèlement à elle, dans d'autres pays, d'autres personnes voyaient la même chose, sans se connaître. France, janvier 1994, aéroport de Clermont-Ferrand. Le commandant de bord d'un vol commercial, Jean-Charles Duboc, et son copilote détectent un objet, plat, sombre, immobile, droit devant eux. L'objet ne bouge pas. L'avion se dirige droit sur lui. À quelques secondes de la collision, l'objet disparaît. Les deux pilotes passèrent par la suite des examens médicaux et psychologiques. Tous deux furent déclarés pleinement aptes. En France, cette histoire fit l'objet d'une enquête officielle. L'Agence spatiale française créa un groupe spécial d'études des phénomènes non identifiés. Ce groupe existe à ce jour. Il publie des rapports ouverts. L'une de ses principales conclusions: une partie des phénomènes observés présente des caractéristiques physiques qui ne peuvent être expliquées par les technologies connues. Les Français l'ont dit ouvertement, sans cachet américain de classification, sans conférence de presse sur les inversions thermiques. Les documents américains déclassifiés font écho aux rapports français en plusieurs points. Certains cas sont décrits indépendamment, et les descriptions coïncident dans des détails qu'on ne peut pas attribuer au hasard. Chili, novembre 2014. Un hélicoptère de patrouille militaire navale effectue une surveillance planifiée au-dessus de l'océan Pacifique. Le pilote et l'opérateur des systèmes de surveillance détectent un objet qui se déplace à une vitesse approximativement égale à celle de l'hélicoptère, à la même altitude. L'objet émet deux flux, ressemblant à des gaz d'échappement, mais ne laissant aucune traînée de condensation. La caméra thermique fixe une image nette. Optiquement, l'objet est pratiquement invisible. L'armée chilienne mena une enquête de 2 ans. Elle publia officiellement sa conclusion. La nature de l'objet n'a pas été établie. Tous les types d'aéronefs connus, les phénomènes atmosphériques et les phénomènes naturels ont été exclus. La conclusion chilienne fut rendue en 2017, pratiquement au même moment où Elizondo quittait le Pentagone et commençait à parler publiquement. Il n'avait aucun lien. Il regardait simplement la même chose des côtés opposés de la planète. Grande-Bretagne. Dans les documents déclassifiés du ministère de la Défense britannique, ils ont commencé à être mis en libre accès dès 2008, bien avant la déclassification américaine, se trouvent des rapports collectés dans le cadre d'un programme d'étude des phénomènes non identifiés. Les analystes militaires britanniques ont étudié des cas des années 50 aux années 2000. Leurs conclusions, prudentes, mesurées, contiennent néanmoins une reconnaissance. Un certain pourcentage de cas restent sans explication après analyse complète. Dans l'un des rapports britanniques, entré dans le contexte international après la déclassification américaine de mai, est décrit un cas de 93. Plusieurs bases militaires réparties aux 4 coins de la Grande-Bretagne ont détecté un objet sur leur radar dans la même nuit. Les aéroports civils ne le voyaient pas.
Des intercepteurs militaires furent envoyés, l'objet était parti avant que les avions n'atteignent le secteur. La vitesse de départ est estimée dans le rapport comme supérieure à celle de tout intercepteur de l'époque. L'analyste britannique qui rédigea la note de synthèse sur ce cas écrivit à la fin --bas, quote --bas, 42--bas, les Français, les Chiliens, les Britanniques, les Américains, des pays différents, des langues différentes, des traditions militaires différentes, les mêmes caractéristiques, les mêmes 5 observations, les mêmes phrases finales au bout des documents officiels. Nature non établie, explication absente. Quand on comprend que des structures étatiques indépendantes de différents pays, sans se connaître, sont arrivées aux mêmes impasses sur les mêmes questions, quelque chose dans la perception du sujet se déplace irrémédiablement. Ce n'est plus l'histoire de lumières étranges dans le ciel au-dessus d'une ville précise un soir précis, c'est autre chose par son ampleur. Que savons-nous exactement depuis le 8 mai ? Si on le formule honnêtement et brièvement. Nous avons appris que l'État a pendant 70 ans systématiquement enregistré des phénomènes qu'il ne pouvait pas expliquer, et systématiquement dissimulé ce fait. Nous avons appris que les caractéristiques physiques d'une partie de ces phénomènes ne cadrent pas avec le cadre des technologies connues. Nous avons appris que l'État détenait des échantillons matériels d'origine inconnue. Et nous avons appris que désormais, il reconnaît officiellement « il n'y a pas d'explication et il faut la chercher ». Un nouveau centre interinstitutionnel d'études des phénomènes anomaliques a commencé ses travaux. Il réunit des représentants du Pentagone, de l'Agence spatiale, du Renseignement national et d'un certain nombre d'organisations scientifiques civiles. La mission ? Créer un système unifié de collecte et d'analyse des données. Plusieurs grandes universités ont reçu des subventions. Parallèlement, l'Agence d'exploration spatiale a dégagé des financements pour le développement de nouvelles méthodes d'observation systématique. C'est une échelle d'effort fondamentalement différente de tout ce qui existait auparavant. C'est un signal officiel. Le sujet est passé de la catégorie marginale à la catégorie nécessitant une étude sérieuse. Pendant 70 ans, l'État a décidé à notre place ce que nous pouvions savoir sur ce sujet. Ceux qui insistaient pour autre chose étaient traités de complotistes, ridiculisés, discrédités. Certains étaient contraints au silence par des accords de non-divulgation et des menaces sur leur carrière. On découvre maintenant, l'État en savait plus. Et la décision sur ce qu'il fallait dire publiquement était prise non pas sur la base de l'exhaustivité des données, mais sur la base d'une évaluation de ce que la société devait savoir. Voilà la principale leçon pratique de la déclassification. Pas les extraterrestres existent, mais le mécanisme qui pendant 70 ans nous disait quoi penser de ce sujet s'est révélé être un outil de contrôle de l'information et non un outil de sa diffusion. Et le scepticisme doit être dirigé non seulement vers les affirmations étranges, mais aussi vers les démentis officiels. Et maintenant, la dernière chose qu'il faut dire. Pas un fait, pas une date, pas un nom. Il y a un homme, pas un militaire, pas un scientifique, pas un membre du Congrès, un homme ordinaire. Il vit en ville, travaille, il a une famille. Il a lu la nouvelle de la déclassification du 8 mai, en diagonale, entre d'autres titres, a pensé « intéressant » et est passé à autre chose. Mais un soir, il est sorti sur son balcon. L'air estival, déjà chaud, un ciel sans nuages. Les étoiles au-dessus de la ville sont peu visibles, trop de lumière en bas. Mais quelques-unes, visibles. Il les regarde. Et quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Avant, quand il regardait le ciel nocturne, il avait le sentiment tacite que ce n'était qu'un décor. Beau, d'une immensité infinie, mais familièrement silencieux. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il sait que quelque part dans les archives du ministère de la Défense reposent des documents portant les signatures de généraux, dans lesquels il est écrit « Nous avons vu quelque chose dans ce ciel et n'avons pas pu l'expliquer ». Que des pilotes, sobres, professionnels, sélectionnés, ont décrit des phénomènes qui ne cadrent pas avec la physique que nous tenons pour complète. Que des États sans lien entre eux sont arrivés aux mêmes questions. Que pendant 70 ans, les institutions officielles disaient « tout est expliqué ». Et il s'avère que non. Le ciel n'a pas changé, il est le même, les mêmes étoiles, la même obscurité entre elles. Mais cet homme sur le balcon ne regarde plus dans un espace vide. Il regarde dans un espace qui, officiellement, avec des documents, des dates, des cachets, est reconnu comme contenant quelque chose d'inconnu.
Et ce fer rend l'obscurité entre les étoiles non pas vide, il la rend ouverte. La question n'est plus marginale. Elle n'appartient pas aux ufologues, aux complotistes ou aux auteurs de science-fiction. Elle nous appartient à tous, parce que c'est l'État lui-même qui l'a posée, à voix haute, dans un document officiel. Ce que c'est, nous ne le savons pas. D'où cela vient, nous ne le savons pas. Pourquoi c'est là, nous ne le savons pas. Mais maintenant que les archives sont ouvertes, que les programmes sont lancés, que les scientifiques ont reçu le signal officiel de travailler sur ce sujet sérieusement, la question a cessé d'être celle des individus isolés. Elle est devenue commune. Et l'homme sur le balcon regarde le ciel, et comprend que pour la première fois, depuis tout le temps qu'il le fait, il y regarde non pas seul. Si cette conversation avait de l'importance pour vous, mettez un like. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour que de tels sujets résonnent plus fort.